Bonjour à toutes et à tous. Je suis Vanina Rigaud, première vice-présidente de l'ISNAR-IMG, anciennement chargée de mission lutte contre les discriminations et interne de médecine générale à Lyon. Bonjour à tous, je suis Marina Duzin, porte-parole de l'ISNAR-IMG, anciennement chargée de mission violences sexistes et sexuelles et interne de médecine générale à Bordeaux. Bonjour à toutes et à tous, je suis Adrien Asjordache, vice-président de l'ISNAR-IMG, anciennement chargé de mission risques psychosociaux et interne de médecine générale à Strasbourg. Nous n'avons tous les trois d'autres liens d'intérêt que nos postes au Bureau national et aucun conflit d'intérêt pour cette présentation. Dans ce Flash Actu, nous allons vous parler de notre santé mentale, après 2 ans de crise sanitaire dont nous espérons tous être sortis. En 2021, les structures représentatives des internes et des étudiants en médecine, à savoir l'ISNAR-IMG pour les internes de médecine générale, l'ISNI pour les autres spécialités et l'ANEMF pour les étudiants en médecine, lançaient une grande enquête pour remettre à jour les résultats de la première enquête santé mentale réalisée en 2017. Cette enquête vous interrogeait sur votre état de santé mentale, mais également sur vos conditions de travail et vos difficultés. Cette étude, appuyée sur une base scientifique solide, grâce à la participation du docteur Ariel Fragerman et du professeur Yannick Morvan, a permis de réaliser des corrélations statistiques objectives sur les facteurs aggravant cette santé mentale. Nous avons eu plus de 15 000 réponses, dont presque 12 000 exploitables. Le résultat, présenté au ministère des Solidarités et de la Santé, M. Olivier Véran, en octobre 2021, était sans appel. 75% des étudiants et internes souffraient de syndrome anxieux, 39% de syndrome dépressif et 20% d'idées suicidaires. La précarité financière, le dépassement du temps de travail, les humiliations, le harcèlement, les agressions sexuelles étaient des facteurs de risque d'aggravation de cette santé mentale. Les résultats étaient déjà en dégradation par rapport à ceux de 2017, alors que ceux-ci étaient déjà terribles. Nous pensions alors que cela ne pourrait s'aggraver, et pourtant, c'est malheureusement le cas. Cette enquête a été relayée dans plusieurs journaux nationaux. Alors que ces chiffres et la santé mentale précaire sont un facteur majeur d'abandon des études médicales et plus largement des études en santé, nous n'avons toujours pas les chiffres exacts en raison d'une absence d'études fiables sur le sujet. Aucun candidat à la présidentielle ne s'est saisi pour l'instant de cette question. Au contraire, les propositions actuelles des candidats pourraient faire sombrer la santé mentale des internes. Pour réclamer la coercition, pour nous obliger à exercer dans les déserts médicaux ou rajouter une année supplémentaire en zone sous-dense, il y a du monde. Mais pour faire des propositions sur l'accompagnement des futurs médecins sur ces questions, qui répond présent? Le constat n'est pas très réjouissant, mais nous avons quand même des axes d'amélioration qui se dessinent à l'horizon. Ainsi, le temps de travail non respecté par les internes est le facteur majeur d'augmentation des risques psychosociaux, retrouvé dans notre enquête. 51% des internes n'ont pas de temps de travail respecté. En parallèle de notre enquête, des travaux ont été lancés par le ministère des Solidarités et de la Santé sur le temps de travail des internes de manière distincte, qui vous seront présentés dans le Flash Actu de demain. Pour compléter ce que vient de vous présenter Adrien, nous parlons de santé mentale et de risques psychosociaux des internes depuis de nombreuses années. Mais il y a tout un champ de cette problématique que l'on commence seulement à explorer, le problème des violences sexistes et sexuelles dans le milieu médical et hospitalier. Tout a commencé il y a un peu plus d'1 an, en novembre 2020. Une double thèse d'Amélie Jouot et de Sarah Eudeline révèle les résultats d'une enquête réalisée auprès de 2000 internes de médecine générale, soit tout de même 20% des effectifs. Il y est notifié que 53% des répondants déclarent avoir été victimes de violences sexistes et sexuelles au cours de leur cursus, dont 18% d'harcèlement sexuel et 3% d'agressions sexuelles, hommes et femmes confondus. Cette thèse a eu un très fort impact médiatique. La machine était lancée. Ensuite, en mars 2021, l'Association nationale des étudiants en médecine de France, l'ANEMF, publie son enquête sur les VSS au cours du premier et du second cycle, indiquant que 38% des externes femmes et 10% des externes hommes ont déjà subi
un harcèlement sexuel en stage. Suite à ces 2 enquêtes, les politiques ont commencé à se saisir de l'affaire. En mai 2021, nos 2 ministres de tutelle, Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, ont publié une lettre ouverte, exprimant, je cite, leur engagement total et tolérance zéro envers les situations de harcèlement et de maltraitance pour les étudiants. Ils demandent notamment aux responsables de suspendre immédiatement les agréments de stage des terrains concernés et de réaffecter sans délai les étudiants dans d'autres services. Première avancée. Puis, à l'automne 2021, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a présenté son plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Ce dernier mobilise une enveloppe de 7 millions d'euros, étalée sur toute la période 2021 à 2025, et il est constitué de 4 axes, déclinés en 21 mesures, à destination de tous les publics et acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce projet comporte un plan de formation massif de tous les étudiants et enseignants, dont nous n'avons pour le moment pas plus de nouvelles. Le ministère nous avait à l'époque promis que nous serions auditionnés à ce sujet et tenus au courant des avancées. On continue. Le 27 octobre 2021 est dévoilée l'enquête santé mentale qu'Adrien vient de vous présenter, qui comporte une nouvelle section sur les VSS. Nous en sommes donc à la 3e enquête d'ampleur sur ce sujet, et force est de constater que malheureusement, les résultats concordent et une tendance se dessine. Une nouvelle fois, 25% des étudiants, hommes et femmes confondus, ont déclaré avoir subi un harcèlement et 4% une agression sexuelle. Lorsqu'on interroge les victimes sur la fonction des auteurs des violences, on retrouve que pour la grande majorité d'entre elles, 60% des violences viennent de médecins taisés. Mais malheureusement aussi, que le problème vient aussi de nous, la jeune génération, puisque les internes arrivent en 2e position avec 13% des violences commises et les étudiants en médecine avec 10%. Alors, on entend souvent que le problème des carabins, ce sont les fameuses soirées médecine. Oui, effectivement, il y a des agressions sexuelles en soirée étudiante. C'est une réalité, mais cela reste la face émergée de l'iceberg, puisque 75% des violences sexistes et sexuelles sont bien commises à l'hôpital. Ces chiffres dévoilent une réalité qui peut être difficile à regarder. Les violences sexistes et sexuelles sont massives et systémiques. Tout le monde ici a été victime ou connaît 1, 2, 3 victimes au moins. Elles ont toujours existé, et si on ne parle que maintenant, c'est à cause de l'omerta puissante qui règne à l'hôpital et dans nos facultés, qui fait peser la culpabilité sur les victimes et qui protège les auteurs des violences. Il est temps de faire changer les mentalités, d'écouter enfin ce que les victimes ont à dire et de mettre fin à l'impunité des agresseurs. Maintenant que le constat est posé, avec 3 enquêtes concordantes, vient le temps du combat. La prise de conscience est en cours et la parole se libère à tous les niveaux. En novembre 2021, l'ISNAR-IMG a dévoilé sa contribution, regroupant l'entièreté de nos propositions sur ce sujet, visant à lutter contre ce fléau, que vous pouvez retrouver sur notre site internet. S'en est suivie une campagne médiatique, notamment sur les réseaux sociaux, qui a été très bien accueillie et nous vous en remercions. Depuis la diffusion, nous portons cette contribution auprès de tous les acteurs du monde politique et hospitalier. Le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère des Solidarités et de la Santé, la DGOS, Direction générale de l'offre de soins, l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales et même le Sénat. Nous n'en sommes qu'au début des travaux, mais je peux vous assurer que l'ISNAR-IMG discute avec tous ces acteurs. Les mentalités sont en train d'évoluer, lentement mais sûrement, et la prise de conscience est en cours. Alors certes, les actions concrètes tardent à venir, et je sais que cela peut sembler long pour les victimes actuelles et passées. Soyez assurés de notre engagement et de notre soutien total. De nombreux projets sont en cours, auxquels l'ISNAR-IMG participe, et nous ne lâcherons rien. Nous continuerons à parler de ce problème et ferons en sorte de le maintenir en premier plan. Il ne s'agit pas d'un effet de mode, il s'agit d'un véritable changement de paradigme. Heureusement, dans ce combat, nous ne sommes pas seuls et nous pouvons compter sur l'entraide des autres structures représentatives des étudiants en santé, à travers la FAGE,
à laquelle nous adhérons, Fédération des associations générales étudiantes. Nous travaillons bien sûr avec la NEMF, mais également avec les sages-femmes, infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, qui sont tout autant engagés que nous sur ce sujet. Mention spéciale aux étudiants en pharmacie, avec l'ANEP, qui a sorti très récemment sa propre enquête, avec des résultats encore plus alarmants que ceux de médecine. Maintenant que le contexte et le constat sont posés, il est temps de vous parler des mesures concrètes proposées par les ministères pour lutter contre les risques psychosociaux et les violences sexistes et sexuelles. Mais avant cela, petit retour en arrière. En 2018, le docteur Donata Marra, psychiatre, a remis un rapport sur la qualité de vie des étudiants en santé aux deux ministres de l'époque, Agnès Buzyn et Frédérique Vidal. Ce dernier faisait suite aux résultats de la première enquête santé mentale menée en 2017. Ce rapport propose différentes perspectives d'amélioration au travers de 15 engagements ministériels. L'un d'entre eux concernait la création d'un centre national d'appui, plus communément appelé le CNA. Cette structure était dédiée à la qualité de vie des étudiants en santé et plus spécifiquement au suivi et à la mise en œuvre de ces engagements. Entre 2019 et le milieu de 2021, le Centre national d'appui est devenu un acteur de référence dans le domaine de la santé mentale. Toutefois, l'an dernier, en raison de l'impact de la crise sanitaire et des confinements sur la santé mentale de tous les étudiants, les ministères ont décidé de ne pas rester sur une prise en charge des étudiants en santé uniquement, mais d'étendre le dispositif à l'ensemble des étudiants via la création d'une cellule interministérielle dédiée. Je vais donc maintenant vous présenter la nouvelle structure dédiée à la qualité de vie des étudiants en santé, qui est l'héritière du CNA. Cette structure, elle n'a pas encore de nom, donc je l'appellerai ici Nouveau CNA, mais c'est probablement la seule fois où vous en entendrez parler sous cette dénomination. Ce nouveau CNA, il a 4 missions principales. Une plateforme d'écoute et d'orientation à destination des étudiants, la création d'un réseau de référents locaux dédiés à l'écoute et à l'accompagnement, un site d'information et de conseil qui est en cours de développement, et des formations à destination de l'ensemble des parties prenantes. Commençons par la plateforme d'écoute. Elle est ouverte depuis avril 2021 et est actuellement en activité. Donc vous pouvez dès à présent les appeler ou leur envoyer un mail. Elle s'adresse à tous les étudiants en santé, qu'ils soient médicaux ou étudiants en santé, du 1er au 3e cycle. Ces missions sont accueillir la parole des étudiants en santé, soutenir ceux et celles en questionnement ou en difficulté dans leur formation, informer sur les ressources locales ou nationales existantes et accompagner vers les ressources qui pourraient les aider au mieux. Les intervenants de la plateforme du CNA peuvent être contactés par mail ou par téléphone. Derrière cette plateforme, il y a des psychologues, une médiatrice, une assistante sociale, et à noter le recrutement prochain d'une psychologue spécialisée dans la prise en charge des victimes de violences sexistes et sexuelles. Et pour les internes en médecine, nous avons un contact privilégié au sein de cette plateforme. C'est le docteur Claudine Chrétien, qui est une ancienne urgentiste et maintenant chargée de mission au sein du ministère des Solidarités et de la Santé. Elle se charge personnellement du soutien et surtout du suivi des internes en difficulté. Cela paraît évident, mais c'est toujours très important à rappeler, la valeur centrale au sein de cette plateforme, c'est la confidentialité. Si l'interne souhaite rester anonyme, il ou elle le peut tout à fait. Donc voici des exemples de sollicitations auxquelles peuvent répondre les intervenants, donc violences sexistes et sexuelles, problématiques sociales et financières, souffrances psychologiques, etc. Les coordonnées actuelles pour joindre cette plateforme, notez-les bien, soutien@cna-santé.fr ou au 0800 724 900. Ces contacts, ils changeront probablement bientôt. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux et nous vous tiendrons informés des avancées. Et vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site internet cna-santé.fr qui, comme le reste, va bientôt changer de nom. En parallèle de cette plateforme d'écoute, le nouveau CNA a pour mission de créer et d'animer un réseau de référents locaux. Ces référents seront des personnes ressources pour les internes
qui pourront les écouter et les aider au plus près de leurs besoins. L'objectif, à terme, sera d'avoir 10 référents par ville universitaire, dont les profils devront être variés, des médecins, d'autres professions de santé et même des gens hors secteur de la santé. Ces référents seront en contact avec des médiateurs régionaux dont le rôle sera d'articuler la prise en charge des situations au niveau local. Ainsi, ces référents et ces médiateurs pourront non seulement écouter et soutenir les victimes, mais également agir auprès de l'hôpital ou de la faculté en se déplaçant là où les problèmes se posent. Attention cependant, ce dispositif n'a pas vocation à remplacer vos syndicats et associations d'internes qui doivent rester vos interlocuteurs privilégiés en cas de problème, car ce sont eux qui ont le plus de cartes en main pour les résoudre. Les référents locaux du nouveau CNA, eux, ils viendront en complément de leur travail et nous nous assurerons que la communication et la coordination entre ces deux entités se déroulent de manière optimale. Les référents locaux ne sont pas non plus des recours juridiques. En fait, ils sont là pour faire de l'accompagnement et de la médiation. Concernant la branche formation du nouveau CNA, le but à terme sera de former tous les maîtres de stage ainsi que chaque tuteur et tutrice. Les formations porteront sur les violences sexistes et sexuelles, la santé mentale, le harcèlement, l'emprise et le droit du travail. Vous l'aurez compris, il s'agit ici de faire de la prévention primaire, dans le but toujours de participer au changement des mentalités. Parlons maintenant de la gouvernance du CNA et du rôle que nous, représentants des internes de médecine générale, jouons dans ce dispositif. Pour commencer, il s'agit d'une cellule interministérielle, c'est-à-dire qu'elle est dirigée par les deux ministères. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, d'un côté, à travers la DGSIP, Direction générale de l'Enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, et de l'autre côté, le ministère des Solidarités et de la Santé, à travers la DGOS, Direction générale de l'offre de soins. Le nouveau CNA est contrôlé par ce qu'on appelle le comité des parties prenantes, auquel nous, l'ISNAR-IMG, siégeons avec les autres représentants des étudiants en santé. Nous nous réunissons tous les mois pour suivre l'avancement des projets. Un bilan d'activité nous est présenté et nous avons donc tous les mois la possibilité de porter nos positions et de faire remonter les problématiques des subdivisions locales. Par ailleurs, nous participons à de nombreux groupes de travail visant à construire ensemble ce que sera le dispositif. Nous intervenons donc à chaque étape du processus. Ce projet de nouveau CNA est dédié pour le moment aux étudiants en santé. Mais à terme, le ministère de l'Enseignement supérieur aimerait l'ouvrir à l'ensemble des étudiants, dans l'idéal à la rentrée 2022-2023. Cependant, nous resterons très vigilants à ce que les spécificités des internes soient prises en compte et que nous gardions notre position privilégiée qui nous est actuellement octroyée au sein de cette structure. Donc voilà donc pour les projets interministériels visant à améliorer la qualité de vie des étudiants. Je pense que certains d'entre vous doivent rester sur leur faim. En effet, c'est bien beau d'aider les internes qui vont mal, mais si les chiffres sont si alarmants, c'est qu'il y a une raison. Je suis d'accord avec vous. Le nouveau CNA, bien que l'idée soit noble, est un pansement visant à colmater les blessures dues à un système qui brise les internes. Et c'est ce système qu'il convient de changer. Donc, si vous souhaitez discuter du fond du problème, je vous invite à vous rendre à l'atelier droit des internes qui aura lieu demain à 9h, à l'atelier qualité de la formation, demain à 14h30, et au flash actu de demain, qui sera consacré au suivi du Ségur, et notamment aux nouvelles mesures en faveur du respect du temps de travail des internes. Pour terminer, nous avons conscience que les sujets que nous venons d'aborder peuvent être très sensibles pour certaines personnes et faire remonter des émotions difficiles. Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Les personnes de confiance sont disponibles dès maintenant pour vous écouter en toute confidentialité. N'hésitez pas à vous rapprocher des personnes avec un foulard orange ou à appeler ce numéro de téléphone.
C'est tout pour ce Flash Actu. Merci de nous avoir écoutés.